de nous faire peur. Mais malgré les crispations qu'il y avait entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, il y a toujours des plans de convergence, des fenêtres de discussion, d'échange avec des émissaires. Vous étiez témoin de ces discussions. Oui, je n'étais pas seulement d'ailleurs témoin, j'étais témoin et acteur à la fois. Parce que, bon, il est vrai que j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, mais ils avaient une grande confiance en moi, notamment le président Abdoulaye Wade, dont j'ai été le porte-parole pendant plus de 15 ans. Et ensuite, tout jeune, j'étais président du groupe parlementaire du PDS à l'Assemblée. J'ai été élu et nommé président du groupe parlementaire alors que j'étais en prison. C'est de la prison que j'ai appris d'ailleurs mon élection en 1988. Et donc, comme vous l'avez dit, effectivement, malgré cette forte tension, malgré cet antagonisme exacerbé, il y avait toujours des plages de convergence, il y avait des passerelles, il y avait des bonnes volontés qu'on appelle des go-between, qui ne sont pas toujours forcément d'ailleurs des politiques ou des personnalités politiques, mais qui peuvent être de la société civile, qui peuvent être également des religieux ou qui peuvent être, disons, des gens même du monde des affaires, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Par exemple, en 1988, alors que nous étions à la prison centrale de Rebeuss, il y avait des personnalités qu'on ne pouvait pas soupçonner, qui venaient nous rendre visite ou qui venaient même nuitamment parce qu'ils avaient des autorisations exceptionnelles pour rencontrer le président Wade et ses collaborateurs et échanger avec eux. Bon, je ne révèle rien parce que, encore une fois, ça fait plus de 30 ans que ces faits ont eu lieu. J'allais dire qu'ils sont dans le domaine public ou qu'ils sont même atteints de prescriptions. Des prescriptions. Et ensuite, bon, comme les deux principaux acteurs, d'ailleurs, ont parlé et ont évoqué ça, aujourd'hui, je peux me libérer et en parler. Par exemple, en 1988, nous avions un chef religieux casamançais, mais qui habitait à Dakar, à Castor, Serigne El Hadj Sy, qui était proche du président Diouf, mais aussi il y avait quelqu'un comme Mansour Kama, qui est du monde des affaires, qui n'avait aucune attache politique, mais qui était proche de nous, proche de Marcel, mon frère Marcel Bassène, qui ont pris contact avec nous, qui ont pris contact avec le président Abdou Diouf et qui ont pu donc convaincre Maître Abdoulaye Wade de le rencontrer. Ces contacts ont été pris déjà avant qu'on sorte de prison, alors que nous étions condamnés par la Cour de sûreté de l'État, qui nous a condamnés à des peines très lourdes et tout. Mais dès le lendemain de notre sortie de prison, le terrain avait été préparé, ce qui fait que le lendemain, donc, nous sommes partis à l'aube, Fayar, comme on dit. C'était le mois de Ramadan, d'ailleurs, après le Khid et tout ça. Nous sommes partis. Mansour Kama est venu prendre le président Abdoulaye Wade au point E. Et moi-même, j'étais donc là-bas. Le président Abdoulaye Wade s'est enturbané pour qu'on le reconnaisse. Parce que dans une petite R5, à 2 portes, nous sommes partis Fayar à Popenguine. À Popenguine. Alors, quand nous sommes arrivés à Popenguine, nous avons trouvé sur place Jean Collin et Abdou Diouf. C'était le Ramadan, comme je l'ai dit. Et quand nous sommes arrivés, Abdou Diouf qui nous a salués, après qui nous dit Ablaye Ndok Sabakan. Alors, le président Abdoulaye Wade, d'après, qui rit et soukap et qui me dit, tu te rends compte, Ousmane, il nous met en prison, après il lui dit Ndok Sabakan. Alors, après, bon, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Après, il dit, ah ouais, c'est le Ramadan, c'est pourquoi je ne peux même pas vous donner le petit-déj. Alors, Jean Collin qui lui dit, ah mais monsieur le président, moi je ne suis pas musulman, hein, je ne suis pas gêné. Il dit, Jean, il ne faut pas nous fatiguer, hein, parce que vraiment, nous sommes ici pour travailler. Alors donc, on a comme ça détendu l'atmosphère et on a commencé à échanger. Nous sommes restés là-bas plusieurs heures et nous avons échangé sur toute la situation, tout ce qu'il fallait faire et comment il fallait sauver le pays. Nous avons réussi à nous entendre sur beaucoup de choses, pour ne pas dire sur tout. À tel point que, bon,
quand nous avons quitté, nous avions élaboré un plan de mise en œuvre. Finalement, ce qui s'est passé quelques jours après, c'est-à-dire 4 ou 5 jours après, au Palais de la République, sous le feu des caméras et des micros, c'était seulement la mise en œuvre de ce que nous avions arrêté donc à Popenguine. C'est pourquoi il faut éviter de se fier à l'écume des vagues. C'est pas ça, la politique, il y a une dose de souterrain très importante. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de réussir ce qu'on fait. Donc, quelques jours après, nous nous sommes retrouvés après la déclaration, la fameuse déclaration de Korité du président Diouf, où il dit « Je lance un appel à Maître Abdoulaye Wade, leader de l'opposition parlementaire » et tout ça. Bon, tout ça avait été arrêté déjà à Popenguine. Et donc, nous sommes venus au palais, Abdoulaye Wade et moi. Et c'est ce que vous voyez dans les photos, là, officiellement. Nous sommes venus. Et nous avons trouvé la même composition, Abdou Diouf et Jean Collin, qui étaient là. Et nous avons échangé, bon, pour conforter ce que nous avions décidé à Popenguine. Et au terme donc de ces échanges-là, bon, ils s'étaient tellement bien entendus, les deux leaders, le président Wade et le président Diouf, que à la fin de la discussion, bon, comment on va porter à la connaissance de l'opinion ce qu'on a décidé? Et le président Wade qui dit, ah, moi c'est Ousmane, mon porte-parole de toujours qui va parler. Il peut aussi être mon porte-parole. Et c'est pourquoi, quand on est sorti de cette audience, vous l'avez vu, enfin les camarades de la RTS à l'époque qui étaient là-bas l'ont filmé, le président Wade a dit, moi je ne veux pas beaucoup parler, je vais laisser donc à notre porte-parole exprimer et vous expliquer ce qu'on a décidé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons discuté de tout avec un grand T, de tous les problèmes du Sénégal, tout avec un grand T. Alors, et donc, cette formule d'ailleurs est restée. Et le président Diouf lui-même a repris ça à son compte lors de la rencontre de la direction de son parti en disant on a discuté de tout avec un grand T. Et c'est comme ça que nous avions donc élaboré un planning de mise en œuvre avec la création d'une table ronde, qu'on a appelé la fameuse table ronde, qui se tenait donc au Conseil économique et social, où nous devions discuter des questions politiques, des questions économiques et sociales, des questions concernant l'éducation, concernant la santé, concernant le coût de la vie, concernant presque tous les problèmes du Sénégal. Et la fameuse table ronde, donc, qui devait regrouper tous les partis politiques, mais aussi les syndicats, les enseignants, et tout le monde a démarré. Et également, un train de mise en œuvre a été mis en place de mesures importantes au niveau de l'Assemblée nationale, où il devait y avoir des réformes institutionnelles importantes pour transformer complètement la physionomie donc, du gouvernement du Sénégal et de la gouvernance du Sénégal. Également, il avait été prévu une loi d'amnistie pour pacifier l'espace politique et calmer l'espace politique. Et la loi d'amnistie était suffisamment large. Non seulement tous les événements liés aux manifestations de 1988 devaient entrer dans le champ d'application de la loi d'amnistie, mais on avait même vu large. Par exemple, des militants du MFDC de Casamance qui avaient été arrêtés et tout ça, devaient entrer dans le cadre de la loi d'amnistie, ainsi que même des questions sociales, comme par exemple des femmes ayant commis des délits comme l'infanticide et autres et tout. Mais l'amnistie excluait également de son champ d'action certains crimes graves, des crimes de sang, ou bien des attentats importants, graves et tout ça, ou même les détournements de deniers publics